bien, mais dans le cadre du laboratoire HT2S, donc Histoire des technosciences en société. Et je suis heureuse aussi donc, de pouvoir discuter avec nos nouveaux collègues de ce laboratoire. Je voudrais saluer ERES. Un éditeur, c'est important parce qu'à la fois il accompagne un livre, il accompagne des auteurs, mais il a une ligne éditoriale, il choisit les livres et puis il les fabrique et enfin il participe à la diffusion et au niveau de la fabrication, moi je voudrais, quand on a vu la couverture avec Jean-Louis, on a été mais vraiment super heureux parce qu'on a trouvé que cette couverture correspondait bien à l'image, à la tonalité qu'on voulait donner au livre. C'est un livre, mais j'en reparlerai, qui est optimiste en tous les cas, qui a été perçu comme tel. Donc, et la couverture est non seulement gaie, elle est claire, et de même que la typo est claire et le livre, du coup, est, me semble-t-il, agréable à lire. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous, avec Jean-Louis, on a fait un effort, on s'est efforcé de travailler la lisibilité, la fluidité de l'écriture pour un livre qui est peut-être quand même pas facile, on ne va pas se voiler la face. Il faut aussi parler de la préface. Comme vous le verrez, la préface de ce livre, elle a été rédigée par Marcel Gégère. Marcel Gégère qui était donc le titulaire de la chaire Travail social et intervention sociale au CNAM et qui est parti et qui est aujourd'hui professeur émérite et qui est aussi président de l'UNAFORIS. Je le remercie vivement de cette préface, une longue préface détaillée pour lequel je voudrais dire des points sur lesquels j'ai envie en fait d'insister. Le premier point qui m'a énormément plu en fait, sur lequel j'étais assez sensible, c'est quand Marcel parle du livre comme il en parle, il insiste sur son côté optimiste. Il dit voilà ce qui donne tout son sens à ce type de réflexion épistémologique, et voilà ce qui justifie l'intérêt de ce livre, qui est une vraie leçon d'optimisme au moment où tout le monde se plaint de la baisse d'attractivité du travail social. Alors j'ai réfléchi à en fait ce qui pouvait susciter cette lecture optimiste. Et en fait, je pense que l'optimisme tient au fait qu'on a délaissé une question qui est la question de l'identité professionnelle et donc de l'introspection au profit de l'agir professionnel et de l'action. Je crois que ça, c'est important et que c'est en fait un pari qui peut être, d'ailleurs, qui entre en résonance avec l'existentialisme, où des philosophes nous disent l'existence précède l'essence. Eh bien, nous, le pari, c'est que, au fond, c'est dans l'action, dans l'agir, et notamment dans l'agir avec les publics, que le travail social peut-être pourra, mieux que sur un travail d'introspection, dessiner finalement cette identité du travail social de demain. Alors dans cette préface, Marcel Gégère insiste sur un autre point important qui est en fait l'un des objectifs du livre. Marcel Gégère dit qu'il s'agit en fait de saisir les conditions de légitimité
des savoirs pratiques, c'est-à-dire des savoirs d'action et d'expérience, qu'ils soient professionnels ou vécus. Alors en fait, le deuxième pari du livre, c'est en fait de dire que c'est finalement en s'assurant et en reconnaissant cette légitimité que le travail social pourra peut-être plus que hier devenir indiscipliné, insubordonné, impertinent. Alors il faut revenir sur ce terme d'indiscipline qui est dans le titre de ce livre. Alors, indiscipline, à l'égard de qui? Indiscipline, à l'égard de quoi? Il y a en fait une cible transversale au livre qui est la pensée dogmatique. La pensée dogmatique qui va être déclinée autour de trois points ou trois cibles. La pensée théorique, lorsqu'elle s'impose comme l'unique ou l'ultime source de vérité. Le dogmatisme managérial, lorsque le management s'impose comme l'unique source de la production de l'organisation et le seul critère finalement de la bonne gouvernance. Et puis enfin, le dogmatisme de la commande publique, lorsque, au nom d'une expertise, cette commande va décider de l'action des professionnels en faisant fi, justement, de leur savoir situé. Voilà. Alors, l'idée, c'est que si on veut agir avec les publics, si on veut agir dans le sens d'une intervention sociale participative, alors il faut réfléchir, il faut revenir à cette dogmatique. Et cette dogmatique, en fait, elle repose, c'est ce qu'on a essayé de montrer, elle repose sur une tradition de pensée qu'on a essayé justement d'identifier dans la première partie du livre, qui est structurée autour donc, de l'idée de agir sur, et ensuite la deuxième partie étant agir avec les publics, agir avec. Alors, et c'est le troisième pari du livre qui consiste à dire que nos lecteurs et notamment les professionnels du travail social vont nous suivre dans cette aventure qui est, c'est vrai, une aventure qui va nous entraîner de Platon à Descartes et jusqu'à Habermas, et en passant par des auteurs qu'on a découvert en fait en travaillant sur le livre, et notamment je pense à Feyerabend, et son livre Contre la méthode, avec un sous-titre que j'adore qui est Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance. Donc l'aventure, c'est aussi en fait c'est une aventure qui peut paraître paradoxale, puisque notre idée, c'est quand même de valoriser, de défendre les savoirs pratiques, les savoirs d'expérience. Or, vous allez dire, ouais, mais bon, c'est quand même hyper théorique, c'est un livre hyper théorique, donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dedans? C'est possible, simplement, en fait, il faut prendre ce bout-là. C'est important de le prendre, ce bout-là, parce que il y a une tradition qui est tellement forte, tellement riche, qui va assurer en fait le primat de la théorie sur la pratique, qu'il est nécessaire de revenir en fait à cette tradition. Et voilà pourquoi on a, nous, opté pour ce travail. Et donc là encore, l'idée, c'est de croiser des savoirs, de croiser des écritures, de croiser des savoirs expérientiels, savants, on va dire savants, pratiques,
émanant de professionnels, mais aussi de personnes qui vivent les problèmes et qui sont du coup à même aussi de définir ces problèmes et de participer à l'élaboration des solutions. Donc l'idée, c'est quand même de participer à la définition des problèmes et à la définition des solutions. Enfin, bien sûr, peut-être que Jean-Louis là, pourra en parler, c'est l'idée de poursuivre l'aventure, cette fois-ci dans la co-direction d'une collection intervention sociale qui va être justement sous l'idée, c'est de prendre ce prisme qui est développé dans le prisme en fait, qui est d'une association des savoirs, peut-être plus qu'un croisement des savoirs, bon, ça se discute, entre savoir pratique et savoir d'expérience. Voilà. Bon, je prolonge quelques instants ce que vient de dire Anne. Ce qui nous a semblé, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail social, de l'intervention sociale, est inondé de vocables tels que participation, tels que croisement des savoirs, tels qu'inclusion. Et c'est vrai que c'est une inflexion notable, parce que si on revient à la fameuse numéro de revue d'Esprit sur le travail social qui avait fait date, à l'époque, le travail social était encore défini uniquement comme adaptation. Donc on avait une vision adaptative, comme s'il y avait des gens pas tout à fait normaux qui devaient s'adapter à une société normale. Donc on a fait des avancées au niveau international comme au niveau national sur la définition du travail social et de l'intervention sociale, puisque sont apparus des termes tels émancipation, sont apparus des termes comme participation, comme inclusion, comme croisement des savoirs. Donc, on a une nouvelle façon de positionner le travail social et l'intervention sociale qui est apparue dans les textes. Ce que l'on a voulu faire, comme l'indiquait Anne, c'est en fait de dire soit ces mots sont uniquement de la cosmétique, et donc on va mettre un peu de participation et d'inclusion dans tous les projets que l'on va soumettre aux partenaires institutionnels, et puis comme ça on sera à la mode, et donc ça fera que nos projets seront plus facilement acceptés. Soit on prend au sérieux ce nouveau référentiel, ce référentiel démocratique, qui est maintenant officiellement reconnu pour l'intervention sociale, et à ce moment-là, ce que l'on a voulu essayer d'expliciter, c'est ce que ça suppose comme condition. C'est-à-dire comment est-ce que peuvent se traduire dans la réalité ces finalités d'inclusion et de participation, et comment est-ce que cela peut ne pas être simplement des slogans, des mots d'ordre qui seraient en gros plaqués sur des réalités pour l'essentiel inchangées. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on hérite d'une situation qui est lourde. C'est-à-dire que dans la division sociale du savoir, on a eu les sciences sociales avec le sociologue, le travailleur social un cran en dessous, et l'usager encore un cran en dessous. C'est-à-dire que quand on prend les écrits qui étaient les écrits les plus notables des années 70-80 sur le travail social, des écrits qui étaient beaucoup axés sur la reproduction, sur la domination. Ce qui était avancé dans ces écrits, c'est que les acteurs du social, les travailleurs sociaux, étaient enfermés dans leur sens commun. C'est-à-dire qu'en fait, ces acteurs n'arrivaient pas à se représenter les situations dans lesquelles ils étaient pris, et il fallait qu'il y ait un éclairage du sociologue qui vienne de l'extérieur pour expliquer aux gens ce qu'ils étaient en train de vivre. Et donc on avait une sorte de subordination du travailleur social au sociologue,
Et cette subordination, le travailleur social lui-même, qui se définissait comme un expert de la relation, très souvent, le reproduisait avec l'usager. C'est-à-dire que le travailleur social lui-même pensait que l'usager n'était pas en mesure de définir correctement ses besoins, puisque justement, il n'avait pas l'expertise requise. Donc vous voyez qu'on hérite d'une situation dans laquelle il y a une catégorisation qui est aussi une hiérarchisation entre les sciences sociales qui sont censées pouvoir donner le sens, le vrai sens, et puis des acteurs qui seraient, eux, enfermés dans le sens commun, qui recouvreraient les illusions dont il faudrait qu'ils sortent par l'intervention d'un savoir qui leur est externe, et qui est celui porté, par exemple, par la sociologie critique. Donc, ce que l'on voit bien, c'est que dans ce cadre épistémologique, parler de participation ou de croisement des savoirs n'a pas de sens. Puisque comment est-ce qu'on pourrait faire participer des gens qui sont dans une position asymétrique? Et donc, ce que l'on a essayé de faire, et ce que vient d'expliquer Anne, c'est qu'on a essayé d'aller chercher, je ne vais pas les citer tous, évidemment, quels sont les apports théoriques qui peuvent nous aider à penser les pratiques qui, malgré tout, malgré ces difficultés, malgré cet héritage hiérarchique, sont en train aujourd'hui de bricoler des modalités de participation citoyenne et de croisement des savoirs. Et bricolage n'a, dans ma bouche, aucune connotation péjorative, bien au contraire. Et donc, on a vu que finalement, eh bien, il y avait des tas d'auteurs qui pouvaient nous aider à dialoguer avec des pratiques qui sont déjà en œuvre. Un exemple, Habermas s'est démarqué de la tradition de cette sociologie de la reproduction bien exemplifiée par Bourdieu, parce qu'il a remplacé le concept de sens commun à travers lequel Bourdieu condamnait les pratiques des acteurs, il l'a remplacé par l'idée d'un certain nombre de conceptions partagées implicitement qu'il appelle monde vécu. Et ce qui est très important, c'est que le monde vécu, contrairement au sens commun, nous renvoie à une commune humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le savant et de l'autre côté l'acteur. Le monde vécu, il est partagé par l'ensemble de tous ceux qui participent à une société. Et donc on voit qu'à partir de cela, eh bien, il y a une possibilité de penser un agir, justement, un agir qui soit axé sur la communication, puisque à ce moment-là, la communication devient possible par l'entremise de cet arrière-plan partagé, même s'il reste implicite, qui est celui du monde vécu. Et donc, ce que nous permet Habermas, et qui est très important pour les questions pratiques que l'on veut aborder, c'est comment, finalement, il est possible de définir un sens à travers des formes d'échange qui ne sont pas forcément de l'ordre de la rationalité stratégique ou de la rationalité instrumentale, mais qui peuvent être de l'ordre de la rationalité intercompréhensible. C'est-à-dire qu'il a réhabilité la possibilité d'un échange orienté vers l'intercompréhension, ce que tout un ensemble d'analyses antérieures de Weber à Crozier avait ignoré en pensant que la modernité se confondait avec la rationalité en finalité stratégique ou instrumentale. Alors Habermas, il a énoncé cette idée que cet agir communicationnel, il était en particulier concrétisé dans des espaces publics, c'est-à-dire dans des espaces dans lesquels il y avait une intersubjectivité en acte, sans forcément aller jusqu'au bout de cette concrétisation. Et donc je pense qu'après, il y a d'autres auteurs qui peuvent nous permettre de poursuivre le chemin qui a été ouvert par Habermas, et là on cite Honneth, puisque Honneth a essayé de nous dire mais pourquoi les gens s'engageraient dans les espaces publics? Et ils s'engagent dans les espaces publics parce que, par exemple, dit-il, ils vivent des expériences de mépris, et que pour sortir de ce mépris tel qu'il leur est imposé, eh bien, ils structurent des actions collectives
qui vont leur permettre de passer du mépris éprouvé individuellement comme stigmate à une démarche collective qui entame une lutte pour la reconnaissance. Donc ce que Honnête nous permet, c'est justement d'aller plus loin dans la concrétisation de comment se forment empiriquement des espaces publics dans lesquels cette intersubjectivité peut être en ordre. Puis ensuite, il y a des gens comme Nancy Fraser qui vont nous alerter pour nous dire oui, mais quand on rentre dans un espace public, on ne se débarrasse pas de sa situation sociale, on ne se débarrasse pas de tout un ensemble de caractéristiques que l'on a. Et donc, par exemple, vouloir faire participer à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans cette idéologie partenariale, on va faire participer toutes les parties prenantes. Ce que nous dit Fraser, c'est que justement, si on fait participer toutes les parties prenantes, eh bien, on ne va que renforcer le pouvoir des dominants. Parce que, justement, dans des positions qui sont asymétriques, s'il n'y a pas des espaces dans lesquels les personnes qui n'ont jamais eu la légitimité de s'exprimer peuvent, entre elles, conforter une parole émergente, eh bien, ils vont être écrasés par ceux qui ont l'habitude de la parole. Donc, on voit que, finalement, avec ces auteurs, je prends uniquement quelques exemples, mais on entame un cheminement, et que ce cheminement, il peut aller à la rencontre de pratiques qui sont en train de se faire dans le travail social et dans l'intervention sociale. Et justement, ces pratiques aujourd'hui sont peu mutualisées, sont peu discutées. Et ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de gens qui peuvent nous aider pour aller dans ce sens-là. Bertrand, je passe la parole. Oui. Oui. Donc, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi j'ai pris ce livre comme véritablement un livre de travail, comme tu l'évoques. Et alors, je ne suis pas spécialiste, moi, des questions autour du travail social. Je ne suis pas un spécialiste donc, du travail social, donc j'aurais peut-être un pas de côté par rapport à ce que je vais dire, mais le secteur d'activité, enfin, me semble-t-il, repose quand même un certain nombre de grandes questions, comme par exemple le rapport au cadre institutionnel dans lequel il se trouve aujourd'hui, sur les nouveaux intérêts que manifestent notamment le secteur de l'économie concurrentielle. Et en fait, ça intéresse, et ça a déjà été expérimenté aussi dans d'autres secteurs de la société, je pense notamment par exemple à l'environnement ou à la santé. Donc cette mise en avant et de partage, en fait, peut être aussi fait avec ces autres secteurs de la société. Et si je veux être encore plus général, ça m'a fait penser aussi à un appel des années 2000 qui s'appelait l'appel des appels et qui était assez percutant, me semble-t-il, pour rappeler que le travail qui concerne finalement les rapports avec les humains, eh bien, était aussi un travail particulier, qu'on ne travaille pas de la même façon quand on s'adresse à ces secteurs-là que quand on travaille sur la matière inerte. Alors il y a un sous-titre, il y a deux sous-titres en fait au livre. Donc il y a Révolution des savoirs, donc c'est aussi, il y a une partie sur un questionnement sur la production de connaissances et en particulier sur la science classique qui est fortement impactée par les sciences physiques. Et puis cette pénétration aussi dans les autres disciplines, la biologie, mais aussi aujourd'hui tout ce qui concerne effectivement les sciences humaines et sociales. Il y a aussi peut-être comme interrogation de savoir comment relier finalement un tas de connaissances. Il y a énormément de production aujourd'hui en termes de connaissances disciplinarisées et comment on relie ces connaissances dans cet univers extrêmement spécialisé. Et c'est-à-dire, en fait,
d'interroger la faculté de pouvoir travailler des objets qui sont complexes. En gros, quid de l'inter ou de la transdisciplinarité, qui est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait finalement résolu aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, il y a le deuxième sous-titre, effectivement, qui est important, c'est la participation citoyenne. Et la participation citoyenne, comment elle se fait à l'aune de cette révolution des savoirs, c'est-à-dire comment passer de méthodes de recherche sur, effectivement, à des méthodes de recherche avec, et la méthode est aussi extrêmement importante par rapport à l'objet. Alors si je veux, je ne sais pas si je peux donner peut-être un résumé, enfin c'est pour un petit peu l'assistance, j'espère que je ne serai pas trop réducteur, mais je vais le citer, il y a un petit paragraphe en fait qui me semble résumer le livre, c'est, je cite, « L'association des savoirs et la participation des publics, pour être effective, appelle à réaliser une déconstruction des dogmatismes et une reconstruction expérimentale en vue de développer des interventions à visée émancipatrice dont les méthodes comme les finalités sont tendues vers les formes de vie démocratique. » Voilà, je pense que c'est un beau résumé. Alors, bien sûr, ça m'évoque beaucoup de choses, notamment le lien avec les activités de la boutique des sciences de l'Université de Lille, dont je coordonne les activités, où on travaille justement sur la mise à jour de questionnements à partir du terrain, donc de stimuler finalement le corps social pour voir et faire remonter les demandes en termes de recherche. Et finalement, les questionnements, enfin ce que je trouve dans le livre, au moins pour ce champ de l'activité du travail social, eh bien les questionnements sont identiques en fait sur ce que nous recevons. Par exemple, sur les publics marginalisés et comment prendre en compte effectivement leurs paroles dès la problématisation d'une question et tout le long du parcours de recherche, et ça nécessite un certain nombre de méthodologies, un certain nombre aussi de temps, et je reviendrai sur cette notion-là de temporalité qui est aussi une question importante. Et les auteurs effectivement mobilisés, comme dit oui ou Habermas, sont à mon avis tout à fait pertinents, et ce serait vraiment intéressant de prolonger ces réflexions pour faire le lien justement entre l'enquête au centre, l'enquête au centre, oui, et non la théorie, et le débouché démocratique de l'agir citoyen. Alors j'allais, pour être court, j'ai un certain nombre de questions qui quelquefois me sont posées, qui sortent vis-à-vis aussi de ce livre. J'avais une question, vous faites référence aux lumières qui sont toujours valides, en pensant bien sûr, enfin moi je pense au travers de ces lumières à la question de l'universalisme, et en même temps sur d'autres passages, vous évoquez les recherches communautaires, et donc comment ces références aux lumières est toujours valide dans un contexte de recherche communautaire. C'est une question qui m'est souvent posée. Une deuxième question, c'est la relation à l'institutionnel et des recherches participatives, et en particulier des politiques publiques de recherche, puisqu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que la démarche de recherche participative est encore marginale, et donc se pose la question d'un véritable élargissement de ces pratiques. De ces pratiques-là, comment est-ce possible ? En particulier, favoriser aussi la participation des scientifiques. Et ce que l'on peut nous remarquer, c'est qu'il y a des volontés. Il y a des volontés aussi dans le monde associatif pour travailler de cette façon, mais qu'il y a une grosse question qui est le comment, c'est-à-dire quelle méthode je mets en œuvre pour satisfaire pleinement aux valeurs que je souhaite porter dans le cadre de ces recherches participatives. Donc, en gros, quid des méthodologies. Et je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire à ce niveau-là. Une question aussi qui n'est pas évoquée peut-être dans le livre et qui me semble essentielle, c'est la question de la temporalité. Ouais.
parce que un processus de recherche participatif, en fait, prend du temps, ne serait-ce que pour établir une question de recherche commune, partagée, demande un temps certain, surtout si les personnes autour du projet de recherche sont de disciplines très différentes et à l'extérieur du monde académique. Une autre question qui peut être aussi, effectivement, ces recherches sont à caractère fortement contextualisé, situé, comme vous le dites, et quid de la montée en généralité, et je pense que peut-être vous avez pu répondu en disant qu'il fallait partager les pratiques, etc., et comment on pourra théoriser l'ensemble. Voilà. Je m'arrêterai là, je pense, pour les questions. Et personnellement, j'ai trouvé ce livre intéressant comme document de travail, et j'espère qu'on pourra poursuivre le travail. Merci. Tu réagis? Ouais, je veux bien, ouais. J'ai pas de... Merci. C'est bon, non? Ça va? Merci pour tes remarques. Et tu dis que c'est un document de travail, et c'est vrai, on a... Alors, c'est un document de travail, un document de travail, ça dépend dans quel sens. Si c'est un brouillon, on n'est pas d'accord, parce qu'on a quand même bossé, donc non. Mais par contre, un document de travail, je suis d'accord, parce que l'idée, tu vois, c'est bien, c'est pour ça que je voulais finir sur l'inscription de ce livre dans une démarche, une perspective plus large, dans laquelle on va ouvrir aussi sur des questions sur des livres qui vont répondre à des questions qui n'ont pas été traitées, qui ne pouvaient pas être traitées. Nous, l'idée, c'était de faire un petit livre. Donc, on avait vraiment... Et notre travail aussi, ça a été couper. On n'a fait que de couper. L'idée, c'était de faire un travail de 200 000 signes. On a explosé le truc. Je crois qu'on est plus de 300 000. Donc, bon, et ça a été... Mais vraiment, on s'est tenu à la perspective qu'on a essayé de défendre et la méthodologie. La méthodologie, on n'a absolument pas abordé. Donc la méthodologie, du coup, la temporalité, on ne l'a pas du tout abordée parce que on a dit on veut faire quelque chose de clair, donc il faut qu'on reste sur notre ligne. Et la méthodologie, ça pourrait être appréhendé dans un autre livre. Mais par contre, il y a un point, c'est que, en relisant, je voudrais faire une critique sur le plan méthodologique à notre livre. Je suis désolée, peut-être tu vas être d'accord, mais ou pas d'accord. Enfin bon, c'est à propos, et ça rejoint la question de la temporalité. C'est pour ça que je voudrais faire. C'est en fait à propos de Nancy Fraser. Et cette idée, finalement, qu'il faudrait des espaces pour la participation, qu'il faudrait créer des espaces dans lesquels les professionnels seraient absents, c'est-à-dire les professionnels qui seraient estimés dominants seraient absents pour que les personnes marginales en difficulté puissent être libres de s'exprimer et ensuite de trouver en fait des possibilités de se réassurer et ensuite de porter une parole publique. Et je pense qu'il y a un point qui est tout à fait négligé, on fait comme si, là, les personnes marginalisées, en difficulté, peu importe comment on va les appeler, sont d'emblée en fait, en capacité de vivre, je dis vivre des valeurs, de vivre une démocratie dans un groupe. Et je crois que c'est pas juste du tout. Et qu'il faut prendre en compte le fait qu'une attitude ou des valeurs et des comportements
qui vont être dites démocratiques, eh bien, c'est aussi tout un travail qui est toute une élaboration, d'où la temporalité. En fait, si je dis ça, c'est parce qu'on a des professionnels qui font de la participation, qui travaillent avec des groupes et qui sont en très grande difficulté. Parce que dans ces groupes, il y a énormément de tensions. Il y a des tensions, il y a de la violence, il y a du racisme, il y a des choses extrêmement dures. Et qu'il y a du coup tout un travail de méthodologie à faire, et d'autant plus dans le travail social, pour former en fait des professionnels qui puissent à la fois alimenter par les réflexions de Nancy Fraser. Il ne s'agit pas du tout de faire une critique comment absolue et tout ça, parce que je pense qu'elle a tout à fait raison d'un certain côté. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir comment on dit, de l'angélisme, hein, c'est ça, de l'angélisme, c'est le mot. Il y a tout un travail pour que justement, dans ces groupes, puisse s'élaborer une discussion et voilà, c'est ce que je voulais dire. Quant à l'universalisme, je m'arrêterai là, je dirais que je ne peux pas répondre à cette question. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean-Louis sur cette question-là, mais on ne l'a pas traitée. Mais ouais, là, je vais dire quel est mon avis, au moins, sans forcément que tu le partages. En tout cas, en prenant de l'autre côté la question, ce que l'on a repéré dans l'intervention sociale en France, c'est qu'elle souffre de l'invalidation du communautaire qui est une tradition française. C'est-à-dire que quand on compare la manière dont les formes d'intervention collective sont développées dans d'autres contextes nationaux, on voit bien qu'on a un problème en France qui est la confusion entre communautaire et communautarisme. Et on voit bien comment cette mythologie républicaine d'une intégration qui se fasse uniquement dans la République sans médiation communautaire est une simplification, mais une simplification qui fait que tout ce qui est de l'ordre du communautaire est plus que jamais inentendable. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut réfléchir sur la manière dont le communautaire peut être articulé à l'universalisme, réflexion ouverte. Mais à ce moment-là, moi j'irais assez du côté d'une réaction contre l'universalisme abstrait, qui est une domination occidentale, pour ce que Bachet et d'autres appellent un universel concret, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui peuvent être partagées. Par exemple, je ne pense pas que la démocratie soit une spécificité culturelle européenne. Mais je pense que par contre, la manière dont la démocratie est pratiquée sera différente en Amérique du Sud, en Chine le jour où elle adviendra, et en Europe. Et c'est ça qu'il entend par universel concret, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer à toutes les sociétés une vision universaliste abstraite qui aurait été définie en Occident, mais ça n'empêche pas pour autant, me semble-t-il, de voir comment l'universel concret peut aussi être alimenté en pratique comme en théorie par des démarches que l'on qualifierait ailleurs de communautaires et qu'on s'interdit de qualifier de communautaires en France. Et je pense qu'il y a un retard en France sur les interventions sociales en matière collective. Je pense que dans les organismes de formation, par exemple, c'est sous-enseigné par rapport à d'autres pays. On pourra en reparler tout à l'heure peut-être. Sur les questions ayant trait à la relation institutionnelle, on va le garder, si tu veux bien, tout à l'heure, pour qu'on puisse donner la parole. Et puis pour les questions sur les méthodologies, là je propose que peut-être, si tu en es d'accord, Jean-Michel, on dise un peu comment on vit la recherche participative qu'on fait ensemble, de voir un peu comment, du point de vue méthode, à la fois il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, qui posent problème, puisqu'on la co-anime. Je pense que ça serait bien qu'on prenne cet exemple concret tout à l'heure. En attendant, on te passe la parole, Marianne. Oui. Donc moi, je parle de ma place d'ancienne rédactrice en chef du journal Lien Social. Et puis aujourd'hui, je suis au collectif des associations citoyennes.
Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant, notamment dans sa manière de décrire les mutations en cours dans le travail social depuis les années 2000, sur les questions et les réticences autour de la notion de participation, justement, et sur les tensions que ça induit avec la technicisation du métier qu'on observe voilà, toutes ces dernières années. De ma place de rédactrice en chef de Lien Social, du journal Lien Social où j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, j'ai observé, comme vous, cette logique de plus en plus forte du développement des appels d'offres qui nourrit une logique de prestation de services, c'est-à-dire que ça a inversé le rapport des associations au pouvoir public. Avant, elles pouvaient construire un projet et qui répondait à une problématique de terrain observée et chercher des financements en conséquence. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus, depuis un petit moment, elles sont de plus en plus poussées à répondre à des appels d'offres qui les enferment en fait dans des logiques de concurrence entre associations, de prestations au service de l'État et de création d'une sorte de sous-service public avec des appels d'offres de plus en plus austères. J'ai observé par exemple des appels d'offres qui dans le domaine de l'hébergement, n'incluait plus dans les prix de journée les repas servis aux personnes hébergées. Cette logique gestionnaire d'austérité pousse à une déshumanisation croissante, mais aussi engage les associations à fusionner pour faire le poids, à exister dans un climat concurrentiel pour emporter de nouveaux marchés, et elle a donc de très lourds effets sur les pratiques des travailleurs sociaux. Vous le notez dans votre livre en soulignant que cette mutation, elle est aussi doctrinale, c'est-à-dire que, vous écrivez, elle touche l'esprit de l'intervention sociale. Par exemple, elle pousse de plus en plus la prévention spécialisée vers des logiques de contrôle de la délinquance, mais aussi vers des demandes, par exemple, d'indication des phénomènes de radicalisation, ce qui éloigne de plus en plus les travailleurs sociaux des pratiques, on va dire, historiques de la prévention spécialisée, qui travaillent toujours sur des liens de confiance en s'appuyant sur des piliers que sont la libre adhésion, l'absence de mandat et l'anonymat. Et les associations qui acceptent toutes ces nouvelles injonctions sécuritaires ont bien plus de chances de remporter ces appels d'offres. Dans le même temps, ce que je voudrais souligner, voilà, je vous donne un peu toutes les résonances que m'ont amené la lecture de votre livre. Dans le même temps, partout sur le territoire, des travailleurs sociaux, parfois réunis au sein de collectifs, tentent de contrer ces tendances. Ils sont peu entendus, mais ils existent. Et ils appellent à revenir à des pratiques dégagées de ces logiques gestionnaires. Je pense notamment au collectif Avenir Éduc, qui aujourd'hui qui porte un slogan qui est assez révélateur: on ne gère pas l'autre, on l'accompagne. Il défend justement un travail social ancré dans les pratiques, dans le long cheminement d'accompagnement, un travail social qui défend le temps nécessaire à la création des liens de confiance, qui défend des pratiques dégagées des injonctions managériales, qui parlent du terrain, qui s'appuient sur des approches cliniques. En 2017, il a écrit un livre, ce collectif, qui s'appelle Debout pour nos métiers du travail social. Et en fait, ils ont voulu faire entendre leur voix dans un processus qui était alors en cours, qui était celui que vous citez aussi dans votre livre, qui était celui qui a amené aux États généraux du travail social en 2013 et qui a amené aussi à toute une réforme, une réingénierie des diplômes du travail social. Et eux, avec ce livre, voulaient dire leur colère d'avoir été en fait écartés de tout le processus de concertation, qui ont essentiellement mobilisé les élites et les cadres du travail social. À la même époque, ils organisent les États généraux alternatifs du travail social pour essayer de faire entendre d'autres modes de réforme. Ces auteurs, ces collectifs et plein d'autres travailleurs sociaux sur le terrain situent le travail social dans la longue histoire de la conquête des droits sociaux et d'une clinique du quotidien
défendent, je les cite, c'est dans ce livre, la singularité de chacun, la noblesse artisanale de l'action de terrain, le travail en équipe, une volonté ancienne d'associer autant qu'il est possible les personnes accueillies et accompagnées. Parce que sur cette histoire de participation, sur cette question de la participation, mes observations de mon poste d'observatrice de ce secteur m'amènent à penser qu'il existe en effet tout un pan du travail social qui n'a pas attendu les injonctions d'aujourd'hui à la participation pour se placer dans cette posture du faire avec. Il existe même toute une histoire du travail social où les métiers se sont construits, nourris d'un aller-retour permanent avec les personnes qui les accompagnent. Certaines écoles de formation du travail social se sont également longtemps nourries de ces savoirs expérientiels. Et aujourd'hui, elles sont appelées à se rapprocher, voire se fondre dans l'université, rejoindre les savoirs classiques. Mais est-ce qu'il faut faire disparaître ce côté expérientiel pour être enfin reconnu comme savoir universitaire? Est-ce qu'il faut s'éloigner du terrain pour avoir enfin la reconnaissance du monde académique? C'est toute la problématique que soulève votre livre, justement, que je trouve extrêmement intéressante et qui questionne aussi toutes ces questions autour du travail social, de toute la recherche en dedans sur le travail social qui a fait tellement débat pendant longtemps. Cette pratique du faire avec, pour moi, elle existe, enfin, elle a existé dans plein de formes du travail social. Je la trouve particulièrement intéressante dans toute l'histoire de la lutte contre le VIH-Sida et toute l'histoire de la réduction des risques, qui pour moi est partie, en fait, est partie des personnes directement concernées qui se sont organisées face à un problème qui était pour eux un problème vital. On parlait alors du malade réformateur social. Et donc, dans tout ce champ de la réduction des risques que j'ai suivi, alors là, parce que j'ai travaillé dans un autre journal qui s'appelle le Journal du Sida, qui venait de tout ce mouvement des associations de lutte contre le VIH-Sida, et j'ai suivi pas mal de travailleurs pairs, on peut dire. À l'époque, ils n'étaient pas du tout reconnus comme tels. Aujourd'hui, il y a un statut de travailleur pair, mais à l'époque, c'était surtout des personnes directement concernées, soit usagers de drogue, soit séropositifs, soit voilà, et qui se retrouvaient concernés dans des situations où il fallait trouver des solutions face à cette urgence vitale. J'ai suivi notamment, un peu plus tard, au début des années 2000, un travail qui me semblait assez intéressant dans un squat parisien, qui était alors un travail qui était, on va dire, inscrit dans l'Organisation de Médecins du Monde, enfin, qui avait trouvé là un hébergement et un soutien dans l'Organisation de Médecins du Monde, mais en fait c'était surtout un éducateur spécialisé qui vivait dans ce squat et qui, avec d'autres personnes, en fait, ont créé une auto-organisation qui a permis ensuite une auto-organisation de plusieurs squats parisiens, puis ensuite une auto-organisation, ça s'appelait à l'époque l'intersquat au niveau européen. Donc, et de toute cette démarche, ils ont tiré une connaissance issue du vécu et du savoir des personnes, qui a ensuite fait l'objet d'une publication dont le titre était Être avec et partir d'eux, où ils ont rendu compte de cette pratique, présentée alors comme co-construite. Donc je trouve qu'il y a tout un champ où ces pratiques se positionnent à partir de là où sont les personnes prises comme sujet conscientes, c'est aussi un des termes de votre livre, mais aussi comme sujet actif, et dans une posture qui n'est pas ni morale, ni de contrôle, ni de jugement, dans une volonté d'émancipation et de partage des savoirs. La notion de participation qui supplante aujourd'hui cette notion de faire avec, la notion de participation actuelle, celle qu'on entend maintenant cuisiner, on va dire, à toutes les sauces, masque parfois cette histoire ancienne, à mon sens, dont l'un des marqueurs était quand même de bousculer les cadres.
cette tension que vous décrivez bien dans votre livre entre les savoirs théoriques, les savoirs pratiques, les savoirs d'expérience, me semble constitutive de l'arrivée plutôt récente d'une volonté techniciste managériale avec ces volontés de bonne pratique, d'évaluation de qualité, etc., de mesure des résultats, et de tout un pan de travail social qui s'y conforme, justement pour avoir la reconnaissance universitaire, avec parfois une sorte de mépris d'une histoire du travail social qui a justement, à mon sens, mélangé des tas de disciplines, appuyé sur sa pratique, sur des tas de savoirs théoriques venus aussi bien de la sociologie que de la psychologie que de la psychanalyse, etc. Et je trouve que, je voulais vous faire réagir là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous avez travaillé avec cette question-là? Parce que cette volonté techniciste et managériale qui justement aujourd'hui présente cette participation comme aussi une bonne pratique et une injonction en fait, elle est en même temps accompagnée d'une volonté de contrôle qui est extrêmement forte. Quand on voit tout le travail dans le champ des demandeurs d'asile par exemple, où la participation est peut-être parfois avancée comme mais oui, on a la charte là sur la porte de l'institution, les gens participent, où il y a un conseil de la vie sociale dans les CADA, et en fait, parfois, elle est totalement absente en réalité, quoi. Alors, il me semble, pour finir, peut-être je suis trop longue, j'en sais rien, que le travail social prospectif et audacieux dont vous parlez a déjà existé, continue d'exister, même s'il est très peu visible aujourd'hui, parce qu'il est enseveli sous cette vision du travail social un peu prestataire de service, qui appelle à cette participation, mais qui en même temps la craint énormément, parce que c'est vrai que si les personnes participaient réellement, il y aurait peut-être des tas de dispositifs aujourd'hui qui seraient sérieusement remis en question. Voilà, je pense que... Voilà, donc je voulais faire réagir un peu à ma question. Merci beaucoup. Je vais réagir rapidement sur le côté participation instrumentale. C'est très clair, il y a une participation instrumentale, incontestablement, et elle rend justement d'autant plus difficile la participation des personnes que alors là, les travailleurs sociaux peuvent se trouver devant une grosse difficulté quand ils animent des groupes. C'est à la fois, de toute façon, on sait très bien qu'on demande de participer, mais à participer à quoi? Puisque de toute façon, les décisions, les problèmes ne seront pas redéfinis à partir de la parole des personnes, les solutions ne seront pas redéfinies, puisqu'elles seront déjà là. Donc, et alors, oui, les travailleurs sociaux se retrouvent avec des groupes dans lesquels, oui, on dit participer, puis donc on les met là vraiment devant des difficultés très, très importantes. Et puis, de toute façon, la participation instrumentale, l'idée de participation, elle vient aussi des entreprises, dont la participation instrumentale, bonjour, dans les entreprises, ça a été très clair, voire même, en fait, ça a été utilisé ensuite pour capter les savoirs pratiques des personnes qui travaillaient et ensuite d'en faire des bonnes pratiques, mais ensuite d'en faire des consignes très, très claires pour cadrer le travail. Donc en fait, il y a une désappropriation à travers le participatif, une désappropriation des gens de leur savoir. Donc moi, je suis tout à fait... mais absolument d'accord. Je pense quand même que dans le livre, on essaye justement de montrer que par-delà cette participation, il peut y avoir autre chose et que du coup, ça vaut le coup justement de revisiter tout un tas d'une pensée, pour déjouer les pièges du participatif, voire même pour s'appuyer sur le participatif instrumental. Après tout, pourquoi pas s'appuyer sur... et pour en faire autre chose. Donc là, évidemment... Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile et les travailleurs sociaux sont évidemment dans des situations hyper difficiles, ça c'est sûr.
Mais donc, il peut y avoir quand même, nous, notre idée, c'est de défendre une participation qui serait justement une participation non instrumentale. Ensuite, il y a tout un tas de questions. Ça amène. Le livre, il ouvre sur plein d'autres livres, en fait, et des livres qui sont là, enfin des livres à venir, et puis des livres qui sont déjà là. Alors, c'est sur le déjà là et sur l'histoire. Je voudrais aussi... au niveau de l'histoire, en fait, nous, on s'est focalisé sur une réflexion plus épistémologique, et c'était ça notre ligne. Il y a une histoire souterraine du travail social qu'il faut écrire, et donc on va en reparler, je pense, parce que c'est vrai que les pratiques que l'on qualifie d'émergentes sont aussi, d'une certaine manière, des résurgences. Il y a 48, qui ont déjà existé. 1848, c'est très important aussi au 19e. De voir comment est-ce qu'on peut avoir une histoire des discontinuités qui, justement, va à l'encontre du récit linéaire du progrès. C'est toute la discussion qu'on a eue avec Castel pendant tout un temps, c'est-à-dire est-ce que la solidarité démocratique a commencé avec l'intervention de l'État ou est-ce qu'elle a commencé avec les auto-organisations populaires des associations? Et là-dessus, effectivement, on n'était pas tout à fait d'accord, même si on reconnaissait que l'intervention de l'État est absolument indispensable. Mais est-ce que la solidarité démocratique peut se réduire à une intervention de l'État? Et est-ce qu'il n'y a pas à reprendre cette histoire occultée des formes d'association populaire que tu évoquais dans les années 70, que tu évoquais depuis le Moyen-Âge, et qui finalement est une histoire qui n'est pas une histoire si disponible que cela. Par exemple, tout le travail sur les associations au XIXe siècle, il est très récent. C'est des historiens des 20 dernières années, à partir des travaux pionniers de Thomson. Mais auparavant, cette histoire n'était pas du tout disponible. Là, elle commence à l'être. Je pense que c'est ça qu'il s'agit aussi de faire avec le travail social pour qu'on n'ait pas le récit, et j'en passe à un autre point que tu as mentionné qui me semble important, c'est qu'on a aujourd'hui une technocratie qui se propose de moderniser le travail social, de moderniser l'action sociale, et de leur apprendre en fait à sortir de leur corporatisme. Et ça, je crois qu'il faut faire l'analyse aussi de tout ce courant qui s'exprime en particulier à travers l'intervention d'un certain nombre de consultants, là comme ailleurs, je dirais, et qui sont en train finalement de relégitimer ce managérialisme que l'on évoquait et dont souffre le travail social. Ce que tu disais aussi, je pense, amène à répondre aussi à la question que posait Bertrand, c'est-à-dire que tu citais l'exemple du SIDA, dans l'Association d'Action Publique, il y avait un article de Aide qui justement s'insurgeait contre le fait que les associations disent souvent on ne peut pas avoir d'action protestataire parce qu'on a des subventions publiques. Et ce qu'a montré Aide et d'autres, c'est qu'il est possible de faire les deux. C'est-à-dire qu'il est à la fois possible d'être dans des consultations avec les autorités publiques et en même temps de les déborder par des pratiques illégales. Et que finalement, ces deux répertoires peuvent être couplés dans une même association. Et je pense que c'est aussi des éléments qui peuvent nous aider à réfléchir à l'institutionnalisation, c'est-à-dire comment les praxis instituantes elles vont permettre de questionner le cadre institutionnel tel qu'il existe, et c'est pour ça que tu as raison de le replacer dans l'histoire des droits, parce que toute l'histoire des droits, c'est celle-ci. C'est comment, finalement, il a été possible, avec les droits civils, avec les droits politiques, avec les droits sociaux, aujourd'hui, avec l'avènement difficile, embryonnaire de droits environnementaux ou de droits culturels, comment il y a quand même une histoire des droits qui se construit et qui n'est pas la pure reproduction ou la régression qui, pourtant, peut coexister avec ces conquêtes des droits. Et puis le dernier point, je pense, que tu éclaires, c'est oui, il y a une injonction, alors que les formations au travail social se déroulaient hors université, il y a aujourd'hui une injonction à rejoindre l'université. Mais moi, je pense que c'est un risque, mais ça peut être aussi une opportunité,
à condition que justement il ne s'agisse pas que le travail social s'enferme dans des analyses sociologiques qui lui seraient décernées de manière surplombante, hein, mais que le travail social, parce que justement il a une histoire de mobilisation de différents savoirs, puisse en discuter au sein de l'université et faire qu'à ce moment-là, on travaille dans une institutionnalisation possible, hein, sachant que le risque que tu mentionnais il est réel, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir 99% de la recherche qui continue comme d'habitude, et puis le 1% consacré aux recherches participatives. Et on voit bien, le CNRS a par exemple co-signé un texte sur le croisement des savoirs avec ATD Carmonde et le CNAM, mais on voit bien comment, au même moment, au CNRS, tout un tas de scientifiques se sont insurgés contre l'apparition des recherches participatives en disant quand même, on ne va pas mélanger les savants et ces gens-là. Donc on est au cœur des luttes aujourd'hui qu'il y a sur qui s'approprie le savoir et comment. Jean-Michel ? Alors d'abord, je vais préciser d'où je parle, puisque je parle au titre de ce que je me nomme, hein, c'est moi qui m'auto-décerne ce titre-là, de pédagogue. Alors le terme pédagogue, il fait référence évidemment à la pédagogie, et la pédagogie est évidemment un objet qui est indiscipliné. C'est le lien que je fais avec le titre du travail social. L'autre élément, pourquoi je dis que je suis pédagogue, hein, c'est que je reprends là la définition qui est donnée de la pédagogie par notamment Jean Housset, hein, qui dit que la pédagogie, c'est la mise au travail concomitante par les mêmes personnes et dans les mêmes lieux des savoirs, des pratiques et des valeurs. Et que cette pédagogie crée des savoirs pédagogiques, hybrides, qui ont une réalité concrète, matérielle, existante, qui peut être démontrée, justifiée, expliquée, argumentée. Et les savoirs, ils sont sur des pratiques, sur des connaissances théoriques, ça va développer des formes particulières, et ça va jusque parfois des écrits qui peuvent être romancés ou simplement des histoires. L'œuvre de Janusz Korczak est bordée d'histoires, mais je rappellerai que Léon Tolstoï est, avant d'être un énorme écrivain, un fantastique pédagogue. Et les écrits de Tolstoï écrivain sont des écrits qui parlent de pédagogie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais préciser, c'est que le terme, hein, pour un travail social indiscipliné, les Français ont cette incroyable capacité à réduire le travail social à une espèce d'aide individualisée qui représente l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux pauvres, l'aide aux miséreux, etc., etc. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le travail social, qui est en fait borné par un certain nombre de diplômes, qui sont des diplômes d'État, d'assistante sociale, d'éducateur, de conseillère en économie sociale et familiale. Pour moi, le travail social, c'est pas ça. C'est ça et autre chose. Et le et autre chose, c'est l'éducation populaire, c'est l'animation volontaire, c'est ce champ entier qu'en fait les Américains appellent, les Nord-Américains plutôt appellent, le travail social communautaire. Alors, c'est la référence, hein, de Jane Addams à la fin du livre. Jane Addams, elle fait un centre social. Et elle fait un centre social à la sauce qu'on voit dans les pays anglo-saxons ou en Alsace. Un centre social dans lequel il y a une crèche, un dispositif de protection de l'enfance, une école, de l'aide aux devoirs, etc., etc. Ça, c'est du travail social. Aller dire dans un IUT de carrière sociale ou dans une formation de travailleur social que les animateurs sont des travailleurs sociaux, ils vont vous envoyer péter. Mais à défaut, moi qui ai fait beaucoup d'animation populaire, quand j'étais dans les salles de réunion des animateurs de colonies de vacances, et qu'il y avait des enfants en situation de handicap, ils disaient « on ne peut pas les accueillir parce que je ne suis pas éducateur ». Donc, cette segmentation du travail social produit de segmenter des publics. Et ça, j'y reviendrai après, c'est le régal absolu du management. Ça je reviendrai parce que c'est important. Le deuxième élément sur la question pédagogique, hein, c'est que Durkheim, il parle de pédagogie puisqu'il a toute une série de travaux sur cette question-là, mais il ne réduit jamais la pédagogie à une pratique. Il va dire que c'est de la praxéologie, mais ce n'est pas de la science. Et
la différence majeure, elle est que la science, elle regarde le passé. Elle regarde derrière, elle regarde ce qui s'est produit, et elle essaie de comprendre ce qui s'est produit. La pédagogie, elle regarde ce qu'on va essayer de faire plus tard. Et c'est toute la différence. Mais il existe des sciences qui regardent à plus tard. La médecine, la politique, la stratégie et la pédagogie. Mais la pédagogie n'est pas une science. En médecine, on passe une thèse de médecine, vous avez, je ne sais pas si vous avez, amusez-vous à lire des thèses de médecine, ça fait 50 pages. Le sujet, c'est l'importance de mettre Paris Match dans une salle d'attente, ou pourquoi faut-il mettre des clowns dans les hôpitaux. C'est ça fait 50 pages. Ça. Et puis il y a des thèses de sciences médicales, qui sont ce qu'on retrouve en sciences sociales, des thèses de 300 pages, etc. Donc on a bien la possibilité de reconnaître qu'une partie d'éléments pratiques relève de la science. À tel point qu'il y a des thèses de travail social au Portugal, mais jamais en France. Parce que, et c'est là où le bouquin, moi, je trouvais particulièrement éclairant, alors moi, j'ai galéré à lire les parties théoriques, hein, je le dis, voilà, j'ai pas la lecture facile, mais en tout cas, cette partie-là, elle me permet de comprendre pourquoi et comment, à un moment donné, des gens ont considéré que la pratique, c'était condition négligeable et que la vérité, elle était dans la théorie. Il n'empêche que ma pratique personnelle, mes travaux que j'ai menés ensuite après, me font dire qu'en fait, ça, c'est complètement faux. Et ce bouquin, il vient en tout cas, moi, m'éclairer. Et il me donne des arguments quand j'ai face à moi des sociologues qui viennent m'expliquer ce que je dois penser, pour leur expliquer qu'en fait, ce qu'ils racontent, pour moi, ça prend un intérêt de savoir, mais que ça n'a de sens que si j'arrive à le prendre et le travailler pratiquement, et que je sais quelles sont les finalités qui me guident vers ça. Pour illustrer mon propos, le dernier exemple que j'ai en date, dans mon mouvement, le MRJC, donc c'est une association de jeunes pour et par les jeunes, toute la gouvernance, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Ils ont été faire une émission à France Inter, qui était diffusée après, pour interroger les candidats aux partis politiques, etc. C'était diffusé un dimanche. Et alors, pour commencer, donc on leur a expliqué que cette émission, elle était faite pour les jeunes. Ça, c'est le point de départ, c'est déjà un départ intéressant. Et puis là, il y a un sociologue, plutôt un sondagier, qui est venu expliquer ce que pensaient les jeunes, devant 100 jeunes, qui ont fermé leur bouche. Et ensuite, les jeunes devaient poser des questions neutres. Ça, c'est la structuration même de toute une série d'endroits où on retrouve n'importe quel type de personnes. Ensuite, je l'ai regardé, j'ai lu le bouquin de ce que moi je sais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été le lire à l'envers, parce que comme la pédagogie, elle est à la fin, j'ai été lire la fin, puis je suis revenu au point de la théorie. Parce que finalement, ce bouquin, si je devais dire, il démontre théoriquement que le travail social n'est pas une théorie. Donc il y a quand même quelque chose de paradoxal là-dedans. Mais vous en avez parlé en introduction. J'ai été ensuite regarder comme travailleur social, en fait, quelle était la position, quelle posture on a dans les écoles de travail social, parce que moi je suis issu d'une école de travail social, je suis éduc de formation, et en fait les éducs ont aussi une capacité absolument incroyable, alors je ne parlerai que pour ma corporation d'éducateurs spécialisés, une capacité incroyable à accepter la soumission de toute une série de personnages. Et dans l'histoire, on pourrait mettre morceau par morceau à quelle science ou à quel personnage l'éducateur se soumet. Alors, il s'est soumis... alors, dans les gens que vous citez, il y a Dewey, Freire, Alinsky et Adams à la fin. Dans ces quatre qui sont là, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas d'abord un intellectuel. Paulo Freire. Les autres sont d'abord des intellectuels qui ont mis en pratique. Paulo Freire est d'abord un praticien qui a ensuite essayé d'écrire sur sa pratique. Dans le travail social, on a tant de tonnes de références. Alors, moi, j'ai été élevé dans des références qui sont plutôt des références politiques, idéologiques, etc. C'est mon parcours personnel. Ensuite, quand j'arrive dans les écoles du travail social, moi, je mange de la psychanalyse. Et on m'apprend à me soumettre à la psychanalyse. Au point où, quand on fait des réunions de synthèse entre éduques, c'est toujours le psychanalyste ou le psychologue à la fin qui a raison. Et quand on ne sait pas, on dit « Ah, mais que dit le psychologue ?» Et donc, ensuite, moi, j'ai vu apparaître les systémiciens. Puis ensuite, j'ai vu les ethnopsychiatres. Qui ont toujours... Et à chaque fois, c'est eux qui avaient le dernier mot. Et les éduques, ils sont d'accord. Donc là, il y a quand même... Alors, dans l'époque récente,
le sommet du sommet. Alors, les sociologues, c'est plus diffus. Mais récemment, dans une formation de travail social, il y avait un sociologue qui vient, qui explique, qui montre des grands trucs avec des chiffres, en expliquant que, devant un auditoire d'amphithéâtre, que plus un métier était féminin, plus il indiquait qu'il était déclassifié dans l'intérêt pour ce métier-là. Donc il prenait par exemple les instituts, les magistrats, etc. Devant un parterre d'étudiants, de master, qui n'étaient que des femmes. Et on n'avait qu'une envie de lui poser comme question à ce sociologue. Oui, c'est très bien ce que vous dites, ça fait 10 ans qu'on le sait, mais on fait quoi? Et le on fait quoi, c'est une question de pédagogue. Sauf que ça, on ne forme personne à ça. C'est le bricolage qui était présenté, etc. Les derniers en date, on se soumet aujourd'hui aux gens qui sont formés aux écoles de management et aux outils de gestion. Et l'outil le plus incroyable qui soit, qui permet de faire ça, c'est le projet. La méthodologie de projet, qu'on connaît tous, avec le diagnostic au départ, on doit vérifier dans la science ce que ça raconte, l'expérience antérieure, le public, vérifier le territoire, et puis on fait un machin, et puis on définit une problématique qui permettra de répondre aux besoins de la personne, du public de début, on va définir des objectifs, puis ensuite on fait des objectifs opérationnels, on va faire une évaluation qui va faire de qualitatif, quantitatif, machin, interne, externe, tout le bordel qui va avec, et puis hop, on recommence la fois d'après, avec une temporalité à court terme, toujours, jamais de temporalité longue, et tout le monde fait des projets. Au point même où les gens des sciences de gestion, ils ont réussi à imposer aux pauvres eux-mêmes de faire des projets. Alors, j'ai entendu des jeunes qui rentraient dans des foyers d'accueil d'urgence, donc des gamins que j'accompagnais. Comme éduc, en protection de l'enfance, j'accompagne un gamin dans un foyer d'accueil d'urgence, parisien. L'éduc qui le reçoit, je précise une chose, quand je dis ça, je ne critique pas l'éduc. Je critique les systèmes qui l'ont amené à dire ça. L'éduc, il pose la question aux jeunes, tu viens de rentrer, c'est quoi ton projet? Alors il ne lui a pas dit bonjour, il n'a pas dit merci, il n'a pas dit au revoir, rien de tout ça, juste la rencontre d'un éduc avec un enfant. C'est quoi ton projet? Le gamin a répondu, rentrez chez moi. Qui est la meilleure réponse qu'il pouvait faire, parce que de toute manière, c'est la seule qu'il peut avoir. Et qu'est-ce que lui a répondu l'éduc? C'est pas possible. Il n'y a plus de travail social possible après une réponse pareille. Alors je le dis, parce qu'à un moment donné, on peut écrire, et une partie des gens qui écrivent ça peuvent réfléchir de manière épistémologique sur pourquoi le travail social est dominé, etc., etc. Si les éducs ne se saisissent pas de ces problèmes-là pour les détruire, en fait, on n'avancera jamais. Et ça, c'est un élément, pour moi, très clairement de pédagogie. Alors, je le dis aussi à un autre titre, qui est que j'ai travaillé longuement sur un process pédagogique qui s'appelle les pédagogies de la décision, qui a comme mission de travailler sur et avec la parole des concernés, quel que soit l'âge du concerné. Donc, j'ai fait des pédagogies de la décision avec des enfants qui avaient 4 ans et demi. Alors, le concernement d'un enfant de 4 ans et demi, c'est des fois, qu'est-ce que je vais manger ? Avec qui je vais jouer dans une demi-heure. Bon, c'est un concernement qui n'a pas de vocation à être jugé comme étant recevable ou non recevable. C'est un concernement et on travaille avec. Ça, c'est le premier objet. Cette question sur la pédagogie de la décision, c'est déjà faire le lien et la séparation entre une décision et un choix. Le choix, il est contraint, la décision, elle ouvre des possibles. En l'occurrence, ce bouquin, pour moi qui l'ai lu, elle m'a ouvert des possibles. La possibilité de contre-argumenter des gens que je ne pouvais pas contre-argumenter aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quand même un élément important. Et puis l'autre élément, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les premiers concernements des gens, ça concerne leur vie. Leur vie. Pas un projet d'insertion, leur vie. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec les émotions, travailler avec le rapport à l'autre, travailler avec qui il est. Pas travailler dans une objectivation de qui sont les gens en écrivant des problématiques issues des travaux sociologiques de je ne sais pas qui a écrit je ne sais pas quoi sur je ne sais pas comment. D'abord ça. Les savoirs sociologiques qui viendront après, d'abord rencontrons les gens et ensuite travaillons à partir de ça. Ça, c'est un élément important. Sur l'histoire de la structuration, des outils de gestion, etc., le nombre d'écrits qu'on peut lire sur la distance professionnelle, qui est un concept qui m'insupporte au plus haut point, c'est l'exemple typique qui permet aux gestionnaires d'expliquer aux travailleurs sociaux comment ils ne doivent pas s'attacher aux gens avec lesquels ils travaillent. Moi, j'ai travaillé avec des gens, j'y suis attaché, je suis désolé.
Et je refuse de m'en détacher. Ça, c'est pour moi... donc la distance professionnelle, alors après, moi qui travaille dans l'animation, on nous a expliqué par exemple que des enfants, il ne fallait pas les prendre sur les genoux, il ne fallait pas les caresser, parce que vous comprenez, les pédophiles, machin, etc. Ok, donc tac. Ça veut dire alors qu'il y a plein de théories après sur les besoins, sur l'importance de l'affectivité chez les enfants, etc. Mais on n'a plus le droit de pratiquer ça, parce que les gestionnaires nous ont appris à mettre de la distance avec les gens. Donc ça, c'est pour redire quelques éléments. Ce que je dis là, hein, la rencontre d'abord, c'est exactement ce que dit Dewey sur la question de l'enquête. C'est exactement ça. Dewey, il a fait une école, hein, il est pédagogue, il est philosophe et pédagogue. Et il fait une école, et ce qu'il dit, c'est ça. C'est d'abord rencontrer le milieu, d'abord rencontrer les gens, d'abord rencontrer le quartier, d'abord rencontrer. Ensuite, on utilisera le reste. Alors, il faudrait qu'on accepte, dans les appels à projets, qu'on soit payé pour rencontrer. Comme chef de service en protection de l'enfance, on avait réussi à se réserver des marges de rencontres. On avait réussi quand même à en faire quelques-unes. Et puis, peut-être pour conclure et pas faire trop long, j'ai une remarque, et puis après des questions que je poserai. Une remarque qui est, à la fin du bouquin apparaît la notion de care. Alors, le care, hein, quand moi j'utilise le travail de Joan Tronto, qui l'a politisé, hein, qui dépasse simplement ce que raconte Gilligan sur la question de le care, c'est le travail féminin, etc. Non, Tronto, elle va le politiser, elle va dire, là, il y a un enjeu politique. En fait, le travail social, c'est un travail du care. Donc, de fait, en disant ça, j'englobe déjà les infirmières, etc., et on le sait tous. Hein. Mais c'est un travail du care, c'est un travail de la rencontre, c'est un travail du prendre soin de l'autre, du vulnérable, etc. Ça veut dire qu'il y a un principe de départ avec ça, et ça donnera une question, c'est... vous dites à un moment donné, il y avait un propos que j'ai noté quelque part, vous dites que pour Dewey, la démocratie n'est pas un idéal, c'est une finalité autant qu'une méthode. Vous reprenez ça de Dewey. Moi, je rajouterais, et je le prendrais à Rancière, l'égalité n'est pas un idéal, c'est une finalité et aussi une méthode. Un travailleur social doit considérer que la personne qui est en face de lui est son égal. Égal de valeur, égal de propos, égal, point. Et ça, c'est une posture personnelle. Donc Tronto, elle reprend en partie ça. Et elle oppose le care à la sécurité, on pourra en discuter si besoin. Et je pense que dans cette philosophie politique-là, il y a des suites à votre bouquin. Donc ça, c'est une question. Vous ne parlez pas du tout, et moi, ça m'a surpris, des travaux de l'école de Chicago. Ça m'a surpris, vraiment. De ne pas aller retrouver Asile, de ne pas retrouver des travaux de Goffman, de ne pas retrouver des travaux de ces sociologues qui ont été sur les terrains pour essayer de les comprendre, pour essayer d'analyser, pour dire quelque chose de particulier. Voilà, ça m'a étonné. Et ça m'a étonné d'autant plus que, et on arrive dans les questions de méthodologie, hein, dans la suite de l'école de Chicago, il y a tous les travaux autour de la MTE, de Glaser, Strauss, etc., qui vont travailler sur des méthodologies inductives, qui vont essayer de comprendre, en fait, hein, pour faire court, Strauss et Glaser, ils vont inventer des méthodes parce qu'ils vont essayer de comprendre comment les gens meurent bien. Sauf que quand ils sont morts, on ne peut pas les interroger, donc on ne peut pas leur demander « Bon alors, vous êtes bien mort ou vous êtes mal mort ?» Donc ils sont bien obligés d'inventer des méthodes pour essayer de comprendre ce qui se passe avant, pour pouvoir faire des conclusions sur le après. Et ça rejoint la question de la pédagogie, sur la pédagogie, elle sert à comprendre le après. Donc ça, c'est une question que je voulais vous poser là-dessus. Voilà, et puis une autre question qui est peut-être plus sur la question des finalités. Est-ce que, dans vos travaux, vous dites que le travail social, il cherche à émanciper les individus ou il cherche à changer le monde ? Voilà. Je m'arrête là-dessus. Et petit point, juste, Jean-Louis, sur la question de Heads qui a réussi à quand même prendre des subventions publiques et à faire autre chose. Petit point militant, le gouvernement en place a fait voter un contrat d'engagement républicain qui pénalise les dirigeants associatifs qui auraient des membres dans leurs associations qui commettraient des actes illégaux. Ça s'appelle le contrat d'engagement républicain. Ça a été voté contre un certain type de population, hein, qui sont suffisamment clairs dans ce qui a été fait, ça touche tout le monde. Un exemple très simple, mon association, on a accueilli des gens sans papier dans nos locaux pendant les confinements.
c'est un acte illégal, nous sommes pénalement responsables de ça. C'est une attaque grave à la démocratie. C'est voté, ça a été voté par le Parlement. C'est juste un point. Ton intervention, elle place un peu, elle nous place, enfin moi en tous les cas, je trouve que ça me place dans une difficulté, parce qu'à la fois tu dis, les travailleurs sociaux sont dans la soumission. Oui, on le voit aussi des fois dans les travaux, dans les mémoires. On peut voir ce genre de choses, de soumission par exemple au principe d'objectivation, en disant on objective, ah oui, je vais me défaire de mes préjugés, bon voilà, et je vais avoir une attitude de distance, distanciée et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on n'est pas, notre livre, il n'est pas question d'être donneur de leçons. Il n'est pas du tout question d'être donneur de leçons. Simplement, et c'est pour ça que je suis embêtée, mais nous, on voulait quand même faire quelque chose. On voulait quand même faire quelque chose, et on voulait essayer, notamment dans la première partie, de montrer, en fait, d'essayer de montrer sur quelques exemples, qu'une théorie, par exemple, de la connaissance, qui pourrait paraître tout à fait une théorie de la connaissance, voilà, c'est neutre. Et on a essayé de montrer, et notamment, par exemple, avec l'exemple typique de Platon, comment, en fait, une théorie de la connaissance, ce n'est pas une théorie de la connaissance neutre, c'est une théorie de la connaissance qui est associée à une théorie politique. Et que ça, en fait, ça permet aux travailleurs sociaux, au moins d'avoir une antenne, de se dire, tiens, dans cette théorie de la connaissance, qui détient le savoir, qui est invalidé, et est-ce que cette théorie de la connaissance, finalement, il n'y en a pas d'autres qui pensent différemment, et c'est ça qu'on a essayé de faire. Alors, en prenant certains exemples, et notamment, c'est vrai, l'exemple de Platon avec la caverne, je ne vous raconterai pas l'histoire de la caverne, mais vous le lirez, mais dans l'histoire de la caverne, on voit vraiment comment cette théorie de la connaissance et des idées, théorie des idées qui sont au soleil, sont en fait une théorie de la connaissance qui est de l'ordre de la révélation, et que une théorie de la connaissance qui est de l'ordre de la révélation, et Bourdieu, on n'est pas loin, et bien à ce moment-là, nécessairement, il y a quelqu'un qui va être celui qui va révéler. Et celui qui va révéler, et bien généralement, là, chez Platon, c'est le philosophe roi, chez Bourdieu, c'est le sociologue, et à ce moment-là, ni les professionnels, ni les usagers n'auront leur mot à dire. Alors, le truc, c'est, oui, mais bon, voilà, à la décharge de toute une génération, il ne faut pas aussi, c'est que il y a un enseignement qui a été fondé là-dessus, il y a des cours qui ont perpétuellement rabâché que les travailleurs sociaux avec plein de préjugés, comme si, d'ailleurs, les sociologues qui ont pignon sur rue n'en avaient pas. Je suis désolée, mais quand on lit Durkheim, je prends l'exemple de Durkheim parce que c'est quand même frappant, qui dit, s'appuyant sur les médecins, qui dit que la taille des cerveaux des femmes est plus petit que celui des hommes, et ce parce qu'elles ont tellement l'habitude de faire la vaisselle et tout un tas de trucs comme ça, et qu'elles ne sont pas suffisamment socialisées, leur cerveau a rétréci. Quid du préjugé. Bon, mais voilà, vraiment, le truc, c'est d'essayer de donner des clés, des pistes, des alertes, mais sans vraiment être, sans vouloir aucunement être donneur de leçons. Ça vraiment, bon. Alors,
par rapport aux sociologues, c'est vrai que aussi il y a quelque chose de l'ordre quand même un peu du combat dans ce livre et de l'agacement. Je prendrai un exemple. Un exemple, là encore, qui provient de nos étudiants, mais pas seulement, non plus, pas seulement, mais là, en l'occurrence, voilà, bon, une étudiante, d'ailleurs, qui sans doute, et on espère vivement, va publier dans notre collection, en fait, elle travaille dans les prisons, travaille sur avec des personnes qui sont radicalisées, qui sont pénalement condamnées, qui sont soit en prison, soit à l'extérieur de la prison, mais avec des bracelets électroniques, enfin, des mesures hors mur. Cette travailleuse sociale, elle travaille, elle est avec ces personnes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sociologues qui viennent la voir, qui l'interviewent, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir ce contact avec ces personnes. De même, aujourd'hui, ça devient dans certains quartiers très très difficile pour les sociologues de mettre juste le petit bout du nez dans le quartier. Or, les travailleurs sociaux, ils y sont, et à ce moment-là, les sociologues vont voir les travailleurs sociaux et puis aspirent le savoir, prennent le savoir, et puis ensuite, eux ont la capacité, en fait, parce qu'il y a tout un vocabulaire, il y a tout un langage qui fait que ce langage va permettre en fait d'écrire plus facilement des articles, d'être pris dans, voilà, d'écrire aussi des livres, et c'est pas juste. Et moi, c'est vrai que je trouve ça absolument révoltant. Et du coup, l'idée, c'est aussi dans ce livre de faire prendre conscience que le savoir pratique, c'est quelque chose, c'est un savoir qui est un savoir parmi d'autres, mais qui ne peut pas être perpétuellement invalidé, perpétuellement invisibilisé, et que de ce savoir-là, dont il ne s'agit pas d'avoir justement honte, c'est un savoir situé, c'est un savoir ancré, eh bien, à ce moment-là, ce savoir-là, il faut quand même que les travailleurs sociaux, et c'est pour ça qu'on dit indisciplinés, mais il faut aussi faire que les travailleurs sociaux prennent la plume, écrivent. Il faut aussi faire l'effort de travailler la clarté de l'expression de façon à prendre confiance et puis à être capable aussi d'écrire et à être capable de dire des choses. Donc c'est à la fois un savoir qui manque et qui doit être acquis, et en même temps c'est une confiance en soi, parce que alors que nous on essaye voilà, en disant en essayant de décortiquer pourquoi, en fait, à un moment donné, quels sont les ressorts de cette invalidation de la pratique et quels sont les ressorts aussi de l'invalidation du savoir professionnel. Et ça, c'est vrai que voilà, on essaye et quels sont les leviers, les auteurs qui peuvent aider à ensuite... notamment à être plus dans des pratiques, on va dire, plus démocratiques. Et donc là, c'est vrai, on a dit, ouais, Habermas, Fraser et d'autres, et on a pris, en fait, alors pour dire, vous n'avez pas pris ces auteurs-là, c'est parce qu'on a pris les auteurs qui nous étaient, en fait, plus familiers, et on n'est pas allé chercher d'autres auteurs, c'est vrai, on aurait pu aller les chercher, voilà. Voilà ce que je voulais dire, je crois. Oui, juste pour ajouter 2 mots, c'est vrai que
on la croise avec Jane Addams, et il y a un point sur lequel moi j'aimerais bien retravailler, c'est comment elle explique qu'ils étaient ensemble au départ, et qu'ensuite, ils n'ont pas réussi à tenir ce lien, parce que les sociologues ont été pris dans le système de légitimation universitaire. Parce que, en fait, tu parlais de la soumission chez les élus, on pourrait parler de la soumission à l'université aussi, qui fait des ravages également, et qui est entretenue par le système qui est en train aussi de se raffiner dans ce sens-là, individualisant les carrières, interdisant qu'il y ait des espaces de collectifs de réflexion. Je pense que ce que vivent les élus est aussi ce qui est, à mon sens, vécu à certains égards dans l'université. Je crois que ce qu'on voulait mentionner, c'est, et si tu dis que le livre sert à fabriquer des contre-arguments, c'est que ça y est, on a un peu réussi notre pari, parce que c'est un peu ça qu'on voulait amorcer, avec pas de prétention. Évidemment, le chemin, il reste à parcourir pour l'essentiel, mais on voulait commencer à aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on voulait, par exemple, essayer de s'attaquer à ces fétiches de l'enseignement sociologique que sont la distanciation, l'objectivation et la neutralité axiologique. Il faut qu'on puisse aborder les questions autrement. Et parce que tout ça, distanciation, objectivation, neutralité axiologique, c'est monopole de la vérité, et puis distanciation avec les acteurs, comme si on ne pouvait pas travailler ensemble. Et donc, je crois que c'est ce qui est intéressant justement chez Tronto, comme tu l'indiquais, c'est que par rapport à ces cloisonnements entre nature, culture, entre groupes professionnels, parce que je pense que tu disais aussi quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que la segmentation des publics, c'est l'un des problèmes majeurs auxquels se confronte le travail social et qui empêche de penser des dispositifs d'énonciation collective pour beaucoup, parce que chacun traite son public. Et ensuite, on se bat entre publics. Ce que Tronto, à mon sens, et c'est pour ça qu'on pourrait aussi développer dans le sens du Caire, mais dans sa vision politique à la Tronto, c'est que, au lieu de séparer nature-culture, le Caire, c'est aussi un travail sur les interdépendances entre êtres humains et sur les écodépendances avec d'autres êtres non humains. Et en ça, je pense que ça rejoint bien l'interrogation qui commence à être menée. Est-ce que tu voulais dire un mot, Jean-Michel, sur la recherche participative, puisque Bertrand tout à l'heure parlait de méthode, sur ce qu'on essaie de faire ensemble. Est-ce que ça, comment toi tu vis ça, les méthodes que l'on emploie, comment tu vois ça, quoi? Moi je dirais aussi en une seconde comment je le vois. Alors, pour faire court, on travaille avec des associations, des petites et puis des plus grosses associations du champ de l'éducation populaire, à essayer d'abord de rendre visible un certain nombre d'éléments, des modèles socio-économiques, parce que c'est ça l'objet en fait de la recherche, des modèles socio-économiques de nos associations, et avec une dimension qui est une dimension de si on rend visible, on va forcément à un moment donné faire changer des choses. C'est d'abord rendre visible pour faire changer les choses. Donc on travaille en permanence dans un dialogue systématiquement. Alors là, moi je dis pédagogique parce que c'est les mêmes personnes dans les mêmes lieux au même moment, à essayer de prendre des éléments de savoir, des éléments de nos vies associatives, dans nos associations différentes, avec des situations complètement différentes, et de trouver soit des points qui nous permettent de rendre visible, soit des éléments conceptuels. Là, en l'occurrence, on arrive à définir des typologies qui permettent de rendre les choses claires et à peu près transmissibles à tous, pour qu'on puisse, à un moment donné, donner à voir les éléments. Et ce qu'on vise avec ça, c'est notamment de changer le rapport des associations avec leurs financeurs, notamment dans leurs outils. Alors, pour ceux qui pratiquent l'appel à projet, les CERFA, les éléments d'explication de comment on rend visible, par exemple, le nombre de bénévoles d'une association, etc., etc. Est-ce qu'il faut le chiffrer, le monétiser? Enfin, on est sur des questions aussi matérielles que ça, pour qu'on arrive à trouver des outils, des objets qui permettent de faire changer la vision de nos associations, le rapport économique, c'est-à-dire qu'on n'est pas que de l'argent, on est aussi d'autres choses dans ce champ-là des associations d'éducation populaire.
Et c'est vraiment, on a des moments, des séminaires de 2 jours où on prend des éléments, ça dialogue, c'est une expression libre des gens en fonction de... Enfin, il y a des gens qui maîtrisent, j'ai envie de dire, de manière universitaire les modèles socio-économiques, et des gens qui maîtrisent de manière pratique la vie de leur association, et ces paroles-là, elles se croisent le plus possible sans jugement. Alors je dis le plus possible parce qu'encore une fois, parfois il y a des gens qui nous disent des trucs et puis on fait des têtes bizarres, bah oui, parce que voilà, on est... Mais et pour essayer d'avancer et de ne jamais perdre personne, en fait, c'est quand même ça aussi un des enjeux, c'est quand on perd des gens, on va les rechercher, en fait. À intervalles réguliers, on se pose la question, pourquoi ils sont partis, qu'on les ramène, pour essayer toujours d'avoir, voilà, ce que je peux résumer un peu de cette démarche-là, quoi. En fait, comme le disait Jean-Michel, hein, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éclairer les aspects du fonctionnement socio-économique que ni les consultants technocrates modernisateurs dont je parlais tout à l'heure, qui en gros n'ont qu'une préconisation pour les associations, augmenter vos ressources marchandes. Et donc on essaye de travailler sur tous les aspects qui participent du fonctionnement socio-économique et qui sont souvent invisibilisés. Mais c'est vrai que, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas évident non plus du côté des temporalités. La dernière fois qu'on s'est réunis, on a senti une impatience de certains qui commençaient à dire bon, vous êtes les chercheurs, vous êtes quand même supposés savoir quelque chose, donc dites-le nous, et puis on n'en parle plus, quoi, qu'on conclue. Parce que ça mature, des fois on a l'impression qu'on régresse, des fois on a l'impression qu'on n'avance pas vite, et en même temps, ce temps, il est nécessaire pour qu'il y ait une véritable coproduction. On passe la parole à Loïc, qui nous regarde de très haut là-bas. Oui, au préalable, j'avais une suggestion, c'est de peut-être passer maintenant au public, qui soit à distance ou à salle. Je dis ça aujourd'hui parce qu'il est 19h, je vois que pas de choses sont trafiquées. Je pense que, évidemment, j'ai quelque chose à plein de questions et plein d'éléments d'apporter, mais on peut avoir cette discussion également dans un cadre, je vous disais, c'est une discussion existante. Mais il faut à mieux à cet instant donner la possibilité d'interagir avec ceux qui sont dans la salle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend pas idéalement, mais on t'entend. Oui, tu as raison, merci. Ouais, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole dans la salle, la priorité vous est donnée. Des questions, des remarques, des réactions. On a un micro là qui peut aussi circuler. La réflexion qui me venait en écoutant tout ce que vous avez dit, en tout cas le mot qui me venait, c'est le mot interdépendance. Et je me disais, mais oui, en fait, il y a de l'interdépendance partout. Et ça, on a tendance à oublier et à énormément cliver les choses. Et je me disais aussi, alors peut-être de façon très naïve, mais en fait, il y a quelque chose qui pour moi n'a pas de sens, c'est de cliver pensée et pratique et vécu. Parce que la pensée, c'est avant tout quelque chose qui se vit. C'est une expérience. Et du coup, supposer qu'on pourrait avoir une pensée qui serait complètement déliée et complètement indépendante d'un vécu et d'une expérience, c'est du coup être dans quelque chose qui pour moi déjà est erroné, n'a pas de sens. Et puis quand je pensais à l'interdépendance, je pensais à ces histoires aussi d'assujettissement dont vous parliez, et je me disais, mais c'est vrai que souvent les travailleurs sociaux nous disent quand même une chose, c'est qu'on est assujetti à effectivement des subventions, des normes, etc., des régions, des politiques régionales, départementales, gouvernementales, mais que finalement, alors ça concerne les travailleurs sociaux et aussi le monde associatif, finalement, cet assujettissement, il peut aussi se vivre de l'autre côté, c'est-à-dire que sans les associations, il ne se passe plus grand-chose. Sans effectivement les travailleurs sociaux, il ne se passe plus grand-chose. Et que ça, on a tendance effectivement à l'oublier, c'est-à-dire qu'effectivement, ce rapport-là d'interdépendance, il se vit aussi du côté effectivement de tous ces prestataires, de tous ces politiques qui ont bien compris pour le coup que sans nous, il n'y a pas grand-chose.
sans monde associatif, si à un moment donné le monde associatif arrête de travailler, il ne se passera plus rien. Et puis là, on a aussi un espèce de pouvoir qu'on n'utilise pas. Et puis je pensais aussi, en vous écoutant, savoir et pouvoir. Savoir et pouvoir. Et ce pouvoir, comment est-ce qu'on l'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le pouvoir, effectivement, il peut avoir plusieurs degrés, plusieurs fonctions, plusieurs qualités. Ça peut être effectivement un pouvoir qui rend l'autre dépendant, qui l'assujettit, qui le met dans une position de soumission. Mais ce pouvoir, ça peut être aussi ce pouvoir qui nous permet justement d'agir, de se sentir exister, de faire ensemble. Et du coup, alors je faisais du lien avec un pédagogue que vous avez cité, Korjak. Cette question aussi de la modestie et de la façon de pouvoir penser la pensée. Et Korjak, souvent, il disait qu'il fallait aussi apprendre à aimer ce je ne sais pas de la science. Et qu'on oublie aussi souvent que quand on s'inscrit, on essaie de s'inscrire dans une démarche de recherche, de savoir, de connaissance, il me semble qu'on passe aussi par cette question de ne pas savoir. Et ça rebondit aussi avec l'histoire de projet. Peut-être de penser qu'on soit usager, qu'on soit professionnel, bien souvent, au départ, on ne sait rien, on ne sait pas. Et bien souvent, effectivement, quand on penser qu'on peut d'emblée aussi mesurer, évaluer, appréhender une vie, c'est aussi se leurrer parce que dans une vie, il y a beaucoup de je ne sais pas. Il y a des tas de choses qui nous échappent. Et effectivement, là, on se met dans des choses qui sont complètement, il me semble, irréalistes. Quand on s'engage, alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent se penser, se concrétiser, mais il y a aussi toute cette part de choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Et que cette non-maîtrise, effectivement, elle n'apparaît pas dans tous ces procès, dans toutes ces attentes, etc. Et j'aimerais aussi qu'on puisse penser que dans une pensée, il y a aussi cette dimension-là. C'est-à-dire quelque chose qui, finalement, qu'on ne maîtrise pas et qui va effectivement se construire petit à petit, et qu'une pensée, en plus, en général, elle se construit avec un autre. Là aussi, il y a l'interdépendance, il me semble. L'interdépendance, oui, mais je crois qu'il faut aussi voir justement tout ce qui a été séparé et tout ce que à un moment donné, y compris la science classique, a séparé. Et donc pour pouvoir recréer peut-être de l'interdépendance, il faut faire ce travail de revisiter en fait pourquoi on l'a séparé et comment on l'a séparé. Et je vais prendre un exemple parce que cet exemple il est assez fou et puis il va nous faire revenir sur la question de l'objectivation. Descartes, quand il pense le « je suis », en fait, il va construire un monde qui est un monde tout autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de possibilité. C'est l'objet pensé est incommensurable au sujet pensant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais c'est vrai, ces deux substances, l'objet de la science est tout autre que le sujet pensé. Donc il n'y a plus de commune mesure. Mais c'est vraiment super important ce truc parce que ça va très loin. Ça veut dire qu'ensuite, il va pouvoir penser sur le même modèle. En fait, avant Descartes, on avait déjà pensé une mécanique céleste. Donc la Terre était une machine, les étoiles étaient des machines. Mais ce que Descartes fait, c'est qu'en fait, il va penser aussi les animaux machines. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, non, les animaux ne pensent pas. Les animaux ne pensent pas, ce sont des machines. Et en fait, on va avoir face aux savants quelque chose qui est une altérité, tout autre, qui ne peut plus rentrer en communication avec
c'est-à-dire, en fait, on ne pense plus le savoir comme étant de la communication, on va penser le savoir justement sous l'angle du savant spectateur. Et Descartes fait une promesse, je reviens aussi, savoir et pouvoir. Mais Descartes, à partir de ça, et pourquoi c'est un grand, c'est un immense, c'est parce que non seulement mais il le systématise, vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait une promesse au pouvoir. Il fait une promesse, c'est-à-dire, il fait une promesse qui est de maîtrise et de puissance. C'est-à-dire, à partir de cette mécanisation, en fait, on va pouvoir maîtriser, l'homme va pouvoir être comme maître et possesseur de la nature. Et ensuite, il va y avoir tout un tas de... Bon, il faudrait ensuite regarder toutes les façons dont cette science a été extraordinairement prometteuse, c'est-à-dire en fait prometteuse, c'est-à-dire de faire des promesses au pouvoir. Et voilà, donc après, bon, au niveau de savoir et pouvoir, je pense qu'il y aurait des choses, et sans doute Bertrand serait plus à l'aise que moi pour mais bon, voilà, je voulais simplement dire que en fait, on est en fait dans des chaînes de pensée, dans une tradition de pensée qui a séparé, qui a établi des séparations qui sont ontologiques. Et ces séparations, ce qui est compliqué, c'est à la fois d'abord parce qu'elles sont justement dans une tradition de pensée très longue, mais qu'elle est aussi, ces séparations, elles sont dans une tradition de pensée qui a eu des effets. Les promesses de la science, pour certaines d'entre elles, elles nous ont tenues. Et donc voilà. On a largement de quoi discuter. On ne va pas épuiser le sujet ce soir, mais merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Voir quelles sont les armes. Parce qu'en fait, moi, je pense que les pouvoirs publics, ils sont obligés de faire comme s'ils savaient. Comme s'ils savaient Comme s'ils savaient. Ah oui, à la place des acteurs, vous voulez dire les politiques, il faut qu'ils fassent comme s'ils savaient. En fait, ils ne savent pas forcément. Et donc, à ce moment-là, ça vaut le coup en fait, de se rendre compte que